Liliane Giraudon est née en 1946. Elle est d'origine française et vit à Marseille. Active dans le champ de la poésie française depuis 35 ans, c'est une auteure prolifique. Elle a publié près de 30 livres de poésie, dont 16 titres chez POL, quelques romans et nouvelles, en plus d'avoir participé à de nombreux ouvrages collectifs, collaboré régulièrement à des revues comme Action Poétique, cofondé les revues Banana Split et IF, et récemment la Gazette des Jockeys Camouflés. Elle écrit et met en scène des pièces de théâtre, prend part à des projets de traduction de poésie de langue étrangère, et elle expose aussi ses travaux en tant que plasticienne. Fidèle à une pratique poétique peu conventionnelle, telle que soutenue d'ailleurs par POL depuis longtemps, Giraudon propose des livres de poésie qui se situent à la croisée de plusieurs formes. Il n'est pas rare de voir au sein du même texte une prose poétique parfois plus narrative, d'autres fois plus fragmentée, du vers libre, des indications de type didascalique et des dessins. Cette hybridité générique et formelle se lit dans l'esthétique générale de Giraudon. Elle évite de s'en tenir à une progression de la pensée linéaire, à des unités temporelles claires ou à des voies dont l'identité est fixe. Le lecteur est appelé à reconnaître des motifs thématiques, des images récurrentes d'un livre à l'autre. Ainsi considérée, l'œuvre est une sorte de mosaïque qui se construit progressivement. C'est entre autres pour cette raison que la méthode de lecture privilégiée aujourd'hui n'est pas de proposer une démonstration avec une analyse détaillée par le biais de micro-lecture d'une des œuvres de Giraudon, mais de concerter plutôt des éléments renvoyant à l'autobiographie dans divers textes génériquement définis par l'auteur comme étant des homobiographies. Comme Homobiographie en 2000, Sky en 2002, La Poétesse en 2009, ainsi que d'autres textes qui me semblent avoir des mandats et des fonctions similaires à l'homobiographie, même s'ils ne sont pas définis comme tels, comme La Divagation des chiens, publiée en 88, Greffe de spectre en 2005 et Madame Himself en 2013. Quand Giraudon publie Homobiographie en 2000, malgré ce que le titre laisse entendre, il ne s'agit pas d'un texte programmatique qui expose particulièrement ce qu'elle entend par homobiographie. C'est dans le chapitre intitulé Asger Jorn n'est pas Jasper Johns qu'elle commence à développer ce genre défini par néologisme. Sur la base de la mise en scène d'une erreur sur la personne, Giraudon décide de profiter du mélange d'identité entre les deux hommes et de faire se croiser leur existence, provoquant ainsi des rencontres insoupçonnées. 2 ans plus tard, elle reprend presque à l'identique cette partie du livre dans Square, dont le sous-titre est homobiographie, comme je le disais, dans une section qu'elle renomme Autodécollation. C'est dans Square que Giraudon donne une incarnation plus complète et complexe à son invention générique. On comprend que le jeu des doubles, le mélange entre la vie des deux hommes, devient une réflexion plus vaste qui touche le genre même du livre, ses implications et finalités. Le terme qu'elle choisit, autodécollation, permet d'approcher une première définition du genre de l'homobiographie. Outre un jeu qui vise à amalgamer les différentes catégories que sont le biographique et l'autobiographie, outre un brouillage délibéré entre les enveloppes que sont la vie réelle, la vie inventée et les vies empruntées ou citées, l'homobiographie a comme fondement symbolique ce geste d'autodécollation. Avant toute chose, la poète doit se trancher la tête. Règle générale, la décollation n'est jamais entendue comme un geste que l'on se fait à soi, mais comme tout est possible dans l'exercice d'écriture, la poète ici se décapite seule. Dans un entretien paru récemment dans le Matricule des Anges, Giraudon explique ce que l'autodécollation signifie dans sa pratique. Parfois, je suis un corps sans tête, ce sont mes exercices d'autodécollation. La tête doit être déposée à côté du cahier avant de dessiner dans le cahier. Peut-être s'agit-il de retrouver son corps ou habiter un corps ancien perdu imaginaire. Il s'agit peut-être de trouver d'autres vies et voies qui n'ont a priori rien à voir avec soi, mais peut-être aussi tout à voir lorsqu'il se produit des rencontres imprévues. Chose sûre, l'exercice homobiographique vise, avant même de prendre la plume, une sortie hors de soi, une prise de distance volontaire avec sa vie, sa langue, ses habitudes de mémoire, dont la tête déposée à côté du cahier et en est la métonymie. Une tête qui, j'imagine, ne cesse de nous regarder. Cette invention générique qui revisite l'autobiographie, dont nous chercherons bientôt différentes manifestations dans les textes, met à mon avis d'une méfiance envers une tendance assez marquée dans une certaine poésie à envisager le texte comme un dépôt pour ses viscères, une poésie au volant thérapeutique qui prend sa petite histoire comme un matériau principal à partir duquel écrire, sans distance critique, laquelle, chez Giraudon, se dévoile dans un travail des formes
Un théâtre des voix, par la mise en place d'un dialogue avec d'autres petites histoires, mais aussi avec la grande histoire, sans oublier la reconnaissance des écrits de ceux qui la précèdent. Un paradoxe présent dans l'œuvre doit toutefois être souligné. Si pour Giraudon, sa propre vie n'est pas l'unique réservoir dans lequel puiser pour écrire, il faut néanmoins l'intégrer à l'œuvre afin qu'elle ne devienne pas insulaire. La pratique de la poésie renvoie à un vivre écrire qui est toujours en arrière-plan. Cette condition de l'écriture est peut-être ce qu'elle appelle, de façon originale, un travail de la viande. Je la cite dans Madame Hissel. Ici, un peu de viande hachée doit s'introduire dans le texte. C'est un contrat. Et toujours l'auteur se doit d'honorer un contrat. Après, il peut sortir, regarder la lune briller. Je reprendrai textuellement des termes de l'appel du colloque pour situer le travail autobiographique de Giraudon dans une mouvance expérimentale. Ces exercices homobiographiques ont comme intention claire non seulement de déjouer le genre, mais aussi ce que sa tradition force comme subjectivité. Pour ce faire, je prendrai l'exemple du livre Les Pénétrables, qui est une réédition augmentée du livre intitulé au départ Les Bien-Aimés, ou Les Bien-Aimés. Même si ce livre est plutôt du côté du genre biographique, mis à part quelques présences de l'auteur discrètes au détour d'une phrase, sa lecture me servira à faire des liens avec les choix que fait Giraudon concernant son traitement général de l'autobiographie. Les Pénétrables rassemblent de courts portraits d'auteurs, des sortes de vie en accéléré, en quelques pages, des phrases brèves, flashent des éléments de leur vie, des biographèmes. Giraudon compara d'ailleurs ses effets stylistiques au cinématon. Elle choisit autant des célébrités qui sont déjà des monuments de l'histoire littéraire, comme Baudelaire, Rimbaud, Sappho, Nietzsche, Benjamin, que des auteurs méconnus dont la reconnaissance est soit plus fragile, soit qu'elle tarde à se faire, alors que d'autres sont carrément oubliés par l'histoire, comme Daniel Colbert, Viette Champoux, Hélène Bessette, Juno Barnes, Louise Michel. Remarquons l'écrasante majorité féminine dans cette catégorie. Chacun des syntagmes scande le nom de l'auteur, pour certains le nom et le prénom, comme pour les femmes que je viens de nommer, écrit systématiquement en lettres majuscules. Cette répétition impose un rythme particulier qui devient presque mélodieux à la langue, même si chaque fois que le nom apparaît, il produit un heurt avec la teneur des faits évoqués sur la vie des auteurs. C'est-à-dire que les deux corps du roi se brisent l'un contre l'autre continuellement. Emprunté ici très vite l'idée à Gatorovitch en pensant aussi à Clavichon. On a le corps qui est éternel, erratique, le corps de papier contenu dans le nom scandé, et on a le corps de chair faillible. Ce dernier est souvent le plus dominant. Il est le dénominateur commun de tous les portraits biographiques, alors que Giraudon souligne des faits se rapportant au corps malade, à la petite santé de ces femmes et hommes qui ont signé des livres. De la mauvaise mémoire de Montaigne à Nietzsche insomniaque et dyspeptique, à Alphonse Allais neurasthénique et alcoolique, jusqu'aux maladies de la peau de Racine et à la faiblesse des yeux d'Emily Dickinson et j'en passe. Le cas le plus exemplaire étant sûrement Artaud, dont elle cite d'ailleurs cette phrase « La seule question est d'avoir un corps ». L'auteur insiste d'ailleurs sur l'ingratitude du corps d'Artaud, sa nervosité, son bégaiement et sa scatologie. Je la cite. Artaud, une nuit de décembre, baignant dans son sang, le pullover d'Artaud rempli de neige. Si la poète, au début du livre, se dit bustière, elle dit aussi qu'elle fabrique des pénétrables, qui est un terme d'architecture, c'est-à-dire qu'elle offre des voies d'accès à des corps qui ont écrit des livres. Le travail est anti-hagiographique, mais cet accès particulier aux vies des auteurs nous les rend très sensibles et donne bizarrement envie de les relire, leurs œuvres, et non pas les biographies qui ont été écrites à leur sujet. Le projet des pénétrables permet de comprendre objectivement les manières d'inscrire l'autobiographique chez Giraudon. D'abord, elle semble se placer avant le temps dans la catégorie des oubliés. Elle se dépeint parfois comme une oubliée de son vivant, faisant référence ici à ses livres pionniers, là à la marginalité de sa réception, ou au fait que lorsqu'elle donne des conférences, à l'évidence, personne n'écoute. Pensant conséquemment que l'histoire ne la retiendra pas, elle prépare peut-être, si une telle chose est possible, son statut d'oublié. Aussi bien choisir de s'amuser avec les traces de sa vie qui resteront dans les livres, avec ce portrait de soi qui se dessine à travers eux. On sent également dans son travail poétique une extension de son rapport critique à la géographie existant dans les pénétrables. Rien n'est embelli dans ce qu'elle donne à lire de sa propre vie dans ses livres, que
ce soit ce qu'elle dit de son sein tailladé par le cancer du sein, ou bien de sa chatte qui mange ses chatons aussitôt nus dans la poétesse. Ou bien cette scène du loup dans la divagation des chiens qui vomit les entrailles et la tête intacte d'un coq. Comme dans Les Pénétrables, Giraudon rappelle que l'œuvre est portée par un corps de sang, de merde, un corps mortel qui est toujours là à marteler les talons du corps de papier. Ce portrait, ce buste que Giraudon fait d'elle-même dans ses textes, est fait de tous ces autres bustes qui ont une place de choix dans son œuvre. Elle le dit, ce sont des auteurs qui l'ont aidée à vivre. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a chez elle une telle présence non seulement de la vie des autres, mais de la grande communauté des poètes et des artistes. Parce que tout simplement, si le poème n'est jamais seul, comme elle l'écrit dans la poétesse, on peut affirmer que la poète n'est jamais seule non plus. Choisir qui nous accompagne est certainement un choix engagé, autant que de choisir ce que l'on révèle de soi peut l'être. L'exemple le plus concret d'un de ces choix. Giraudon révèle son année de naissance et l'endroit où elle habite, Marseille. Elle dit qu'elle a choisi d'habiter dans cette ville portuaire complexe aux populations nomades depuis le Paléolithique. Cependant, elle ne révèle jamais son lieu de naissance, ni dans les entrevues, ni dans ses textes. Elle affirmait il y a quelques mois, toujours dans le Matricule des Anges, « Je peux dire pourquoi je ne le dis pas, c'est une façon de ne pas être assignée. » Cette pudeur, doublée d'une peur de l'assignation, sont importantes car elles insistent sur une certaine mesure de ce qu'on laisse aller de soi, dans le sens de laisser fuir. Une fois que cela a fui, on ne peut pas le rattraper. Elle ajoute que l'autobiographie est une réinvention, une refabrication de la mémoire, une reconquête d'une image de soi. Et dans les trois cas, la présence du préfixe « re » illustre bien le geste de reprendre son récit. L'autobiographie se distingue de la biographie en ce que personne d'autre que soi ne va laisser fuir, revenir sur notre récit pour le dominer. C'est Giraudon qui choisit ses assignations. Cet extrait le scare à la fonction d'une petite jeunesse fictionnelle, mais toujours son lieu de naissance, et détermine, il me semble, la nature même de l'homobiographie. Exercice répété d'autodécollation, 1946. Cette année déterminante pour le reste de ma vie. La mère, on doit ouvrir, comme une boîte, un livre, le frère, la sœur, lui et moi. Dépôt ajouté au fantôme d'une actrice, Liliane Harvey, star du muet, idole de la mère, détruite par le parlant. On baptisera les jumeaux, le garçon Hervé, la fille Liliane. Les noms propres sont communs. Complexité de cet état des choses faisant que j'écris ce que j'écris et pas autre chose. Composer de l'expérience, déplacer un peu son attention. Ici, une pensée pour Daniel Colobert, relu incessamment relu, son projet inséparable de ses errances. Deux éléments doivent être mis en relief. D'abord, Giraudon place une origine qui est déjà sous le signe du double, en la gémellité évidemment, mais aussi en ce détail, la mère choisit un seul nom pour les jumeaux, lequel sera scindé en deux. Complexité de cet état des choses faisant que j'écris ce que j'écris et pas autre chose, signale des faits assez simples. On peut peut-être choisir de quoi on parle et même d'où on parle, mais tous nos moyens et artifices ne peuvent abolir certains faits. Année de naissance, simple ou double, non. L'origine réside à peu près là. Mais la suite de l'extrait présente rapidement la feinte, composer de l'expérience, déplacer son attention et aider. Et c'est à peu près là que se tient le pouvoir de décentrement exercé par la poète. Initialement, la notion de décentrement est celle qui me semblait la plus opérante pour comprendre le fonctionnement de l'homobiographie. Si je ne l'exclus pas, je ferai un détour nécessaire et logique par un autre motif connexe, soit celui du déplacement. Appartenant au lexique de Giraudon, il est omniprésent dans ses textes. Dans la dernière citation que j'ai lue, Giraudon renvoyait aux errances de Daniel Colobert, qui avait en effet l'âme de mère. Comme les voyages de Giraudon jalonnent ses textes, l'identification à l'errance de Colobert est conséquente. Cette forme de déplacement qui marque son écriture est ici assez concrète et volontaire. Elle adopte une stratégie de déplacement de son récit par le rapport à l'autre et au territoire étranger foulé. La poète traîne d'ailleurs toujours avec elle ses cahiers d'écriture de diverses couleurs qu'elle met en scène dans ses textes et à partir desquels elle va, ce sont ses mots, bricoler, tailler, prélever, coller, déchirer, coudre. Les morceaux des cahiers qui sont un chantier d'écriture sont eux-mêmes déplacés vers des livres à publier. À ne pas oublier que ce collage est aussi une forme de duplication. Il y a plusieurs autres acceptions et significations du motif du déplacement chez Giraudon. Dans la divagation des chiens, par exemple, le déplacement est encore caractérisé par l'errance. Il est considéré à la fois comme une forme poétique digressive, faite de morceaux de texte et de correspondances déplacées, mais la divagation des chiens renvoie concrètement à un impératif.
En appendice, Giraudon recopie un article du Code rural des communes qui explique que les citoyens ont le droit et le pouvoir d'abattre les chiens errants non identifiés qui pourraient représenter une menace pour les troupeaux. Sans qu'il n'y ait de commentaires ajoutés, clore sur cette note est suffisant pour laisser entendre que la poète prend à revers ce règlement et qu'elle se positionne du côté des bêtes errantes, divagantes et non domestiques. Je disais plutôt que le mot biographie opérait un déplacement entre ce que la poète appelle dans un entretien de 2007 les enveloppes. Il y en avait trois principales, soit l'autre et la fiction. A priori, ces gestes de déplacement ont quelque chose de très volontaire, mais l'autodéclaration, cette prise de distance avec soi et sa vie, fonctionnelle à l'écriture, doit, à mon avis, être mise en relation avec une autre notion corollaire, soit celle de la dépossession. Dans l'avant-propos de Mme Hussel, la poète explique que c'est une expérience de dépossession qui déclenche l'idée générale du livre. Elle explique que tout part de la lecture de cette phrase de Gertrude Stein. C'est un nom merveilleux, cela, Mademoiselle Pierrette d'Avignon. C'est la figure de Mademoiselle d'Avignon qui se dépose en elle, et qui fait encore, et en rêve se déposera cet autre énoncé. Mademoiselle d'Avignon est devenue Monsieur d'Aubignon. Je passe rapidement sur les détails des jeux de transfert d'identité, de voix et de sexe qui ont lieu dans ce livre, un peu trop complexe pour notre exercice, et me concentre plutôt sur ce qui suit dans l'avant-propos. La poète explique qu'elle a toujours eu une fascination pour les Amazones. Enfant, chez les nonnes trinitaires, ces femmes insoumises, libérées de l'ordre patriarcal, la fascinaient, et elle rapporte ce fait essentiel d'une des versions de leur légende: les Amazones se brûlent de sein droit pour mieux tirer à l'arc. Elle explique que ces Amazones continuent de la hanter, puis un jour, elle a le projet d'écrire son propre Panthésilée à la suite de Chrysès. Rappelons ici que Panthésilée tombe amoureuse d'Achille, mais la loi de la Horde en empêche. Au combat, elle va tuer Achille dans un état d'absence pour réaliser que c'est elle qui l'a fait, et devant une loi qui n'a plus de sens pour elle, elle va se désolidariser des siennes et rejoindre celui qu'elle a tué. Il faut préciser que les Amazones n'apparaissent nettement que dans l'avant-propos de Mme Hussel, mais que leur figure a une importance sur sa teneur générale. La loi du corps fermé peut être cruelle. Un des pouvoirs de la poète est de l'abolir. Le temps de créer cette figure presque hybride de Mademoiselle d'Aubignon et Monsieur d'Aubignon, tour à tour femme et homme, devant presque une voix neutre sans corps sexué, c'est à force de déplacement que l'illusion de la neutralité des corps se met à exister. On ne sait plus qui est qui, c'est peut-être parfait ainsi. Ce qui est clair, par contre, c'est la présence de la poète dans son récit. Cette présence, pour une fois, ne nous confond pas. Elle apparaît pour dire qu'on lui a détecté une masse dans le sein gauche et qu'il devra être brûlé par les rayons. Plus tard, ce sera le tour du sein droit. Tout à coup, obliquement, les Amazones réapparaissent dans le texte. Celles qui voulaient plus jeunes faire partie de leur ordre et se brûler volontairement le sein pour combattre la loi des sexes doit mener un combat contre son propre corps. Tout ça semble peut-être légèrement confus ainsi énoncé succinctement, mais l'exercice de dépossession à la source du livre lui permet de retourner à sa fascination ancienne des Amazones et provoque ce faisant une homobiographie presque imposée, alors que les enveloppes se sont déplacées sans aucune volonté cette fois. Celle de la fiction s'est insérée dans celle de la vraie vie. La poète poursuit son combat contre un corps fermé d'avance, ici sous la forme du cancer du sein et de l'ablation des ovaires. Si ça ne s'invente pas, ça se réinvente toutefois dans un livre. Devoir essuyer un féminin terrible. Cet énoncé de la poétesse s'incarne de deux façons ici. Dans le combat contre une maladie qui frappe surtout les femmes, mais également dans ce jeu identitaire qui prend place et qui lui fait dire à la fin, je la cite, féminin versus masculin, lui dans elle, mais sans classement parce que lui et elle se sont quittés maintenant. Mais lui n'est pas elle. Ce qui reste est neutre. De vivante passe à morte, guérie, elle est guérie. Le livre se termine sur une note cette fois fictive, il n'y a ni sexe à la fin, ni trace de maladie. La courte analyse de ces manifestations du déplacement et des différentes incarnations dans les homobiographies confirme l'hypothèse disant qu'une telle entreprise qui vise à revisiter le genre autobiographique décentre la petite histoire de sa vie et de son quotidien. De l'autodécollation à la dépossession qui lui fait écrire « J'écris sous la dictée », un changement de vision s'opère. La définition du décentrement qui provient du vocabulaire d'optique signifie essentiellement qu'il y a un défaut dans l'alignement des lentilles, ce qui produit un brouillage. Avec le mot biographie, l'objectif me semble être une série de déplacements qui visent à brouiller le centre de
de l'autobiographie, lequel serait vrai et authentique. Même si on peut dire que le mot biographie vise à protéger l'auteur, elle-même parle d'un barrage protecteur, il me semble qu'il évite également la vanité et la facilité. Afin d'opérer ce voyage homobiographique, je révélais une dernière stratégie, soit le dédoublement critique de la voix poétique. Dans le greffe de spectre, Giraudon met en scène la chorégraphe. Dans la poétesse, c'est la poète. Mais c'est sûrement dans ce cas que le procédé tend le plus à faire l'autocritique de soi écrivant, cette fois avec le personnage de la marquise, décrite comme étant une clocharde. Elle est, je la cite, cette autre qui serait elle en clocharde, car l'écrire se place entre voler et recevoir, l'affrontement, la nécessité et la honte. Car toujours celle qui écrit se déplace, fouille en elle dans les poubelles du monde. La marquise incite donc la poète à accueillir dans son texte la honte, à se faire voleuse et glaneuse d'ordures, de saleté, parce que la poésie ne doit pas être un défaut pour la beauté, on en a souffert de cette beauté. La marquise est une interlocutrice contestataire, elle s'adresse à la poète avec violence et vulgarité, son souffle est infernal. Par exemple, à un moment, l'action de Scar se déplace en Haïti. Giraudon met ainsi en scène la voix de la marquise. La marquise retourne sa vieille jupe, entrouvre les jambes, son rire pue. Tu es venue jusqu'ici pour voir si tu es blanche. Plus loin, cette diatribe résume assez bien son rôle de double autocritique qui force à décentrer ses habitudes de mémoire et de langue. Perfide, la marquise déclare entre ses dents: tu inventes ta petite archéologie, salconne, secoue ta langue, bouge ton cul, tu manques de courage, arrête de l'attacher au classique, prépare le mauvais neuf, chéris les sales phrases. Ce qu'il faut, c'est regarder dedans. Tes pattes arrière sont encore collées dans l'ancienne idée, celles de devant battent dans le vide. Tiens, commence plutôt par te faire sauter un œil, borgne et tu verras autrement les choses, décolle cette mosaïque. Cet extrait réunit la plupart des éléments qui conçoivent l'architecture de l'homobiographie jusqu'ici décrite. Réinventer son archéologie personnelle en essayant de renouveler les formes existantes, en regardant hors du petit soi, en se faisant borne. Changer sa vision, décentrer les lentilles, en voyant d'un seul œil sa vie et le monde, et pourquoi pas aussi se faire belle dans le langage, pour paraphraser Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Faire bégayer sa langue majeure, faire bégayer son histoire majeure pour inscrire en elle toutes les mineures et ultimement, en faire une poésie dans laquelle on n'aura peut-être jamais été aussi présente et engagée. Avec ses homobiographies, Giraudon met ainsi à distance un sujet autobiographique bourgeois et complaisant. Parcourt son œuvre les oubliés, les écrasés par l'histoire, les refus d'assignation, l'idée voulant que sa poésie n'est pas féminine, mais bien écrite par une femme qui essuie un féminin terrible et qui fait un féminin au suffixe S de poétesse en privilégiant plutôt la poète. Puis la mise à nu de sa bibliothèque imaginaire ne met pas tant en valeur son érudition que l'inscription d'une historicité des formes poétiques, visant à affirmer haut et fort que la poète n'est pas seule, qu'elle ne trace pas sa petite archéologie dans son coin ex nihilo, mais que bien d'autres la précèdent, des spectres à qui elle prête des voix qu'elle place et déplace, sans égard à leur lieu d'appartenance établie, pas plus possible. Giraudon dit d'ailleurs, dans Mercure des Anges, que le politique, qui est un mot difficile à manipuler, c'est peut-être laisser place au fantôme dans tout ce que l'on traverse, la mettre à l'intérieur de la boîte du livre. Il faut laisser cette place à ce qui n'est pas vu ou non ouï. À partir du moment où on est attentif à ça, même si parfois ça rate, ce fantôme entre à l'intérieur des phrases, comme sans nous, sans nos vies privées, et là, il trouve sa place, donne peut-être à voir quelque chose d'autre, une torsion active dans nos mots, des états du monde tels qu'ils vivent.